Du coup, l'homme a sorti un revolver, il a tiré et m'a touché sur le côté. Et il a aussi tiré sur ma mère. Ensuite, il a redescendu l'allée centrale pour sortir de l'église. J'ai couru par ici, fusil à la main. Et je crois que c'est en arrivant ici que je me suis mis à crier. Il est sorti par cette porte, il a fait le tour du véhicule en courant et en tirant dans ma direction. Il a touché le camion devant moi, la voiture derrière moi et la maison aussi. Et moi, je lui ai tiré dessus. Il portait un gilet pare-balles, donc je ne l'ai pas tué. Quand il a tourné à l'angle pour entrer dans sa voiture, j'ai vu l'ouverture entre les côtés de son gilet pare-balles. Alors j'ai tiré et je l'ai touché sur le haut des jambes. Il a réussi à monter dans son véhicule. Ensuite, il a tourné au virage là-bas. Et il a continué. Je me disais, bon sang, il s'enfuit. J'ai regardé de ce côté et j'ai vu Johnny arrêté au stop. Je ne connaissais pas son nom à l'époque. On a fait connaissance plus tard. J'ai couru, j'ai tapé à sa vitre et j'ai dit, ce type vient de tuer des gens à l'église baptiste. Il faut l'arrêter. Johnny a ouvert la portière, je suis monté et on a pris le tireur en chasse. Mais vous n'aviez pas peur? C'est digne d'un western, cette histoire. Si j'avais peur, j'étais terrifié. Je suis prof de tir, donc je sais très bien les dégâts que peut faire une arme à feu. C'était la première fois qu'on me tirait dessus. La première fois que j'étais du mauvais côté du canon. C'est ici que j'ai commencé à voir tout ce qui se passait. J'ai vu le tireur sortir entre les voitures. Ça s'est passé assez vite. Il était de ce côté-ci et Stephen était de ce côté-là. Ils ont commencé à échanger des tirs. Le tireur est monté dans son véhicule et il est parti par là. Arrivé ici, on roulait à 140 ou 150 km/h. Stephen était à côté de moi. Il regardait de tous les côtés pour essayer de le retrouver. J'ai dit à Johnny, vous savez que si on le rattrape, il va falloir le neutraliser. Et en vrai gars du Texas, il m'a répondu, ouais, j'avais compris. C'était de la folie. Johnny n'était pas armé, donc il a dû se dire qu'il le ferait sortir de la route et que je m'occuperais du reste, j'en sais rien. C'est juste ici qu'on l'a aperçu de nouveau. On pouvait le rattraper. Je pense que là, il savait qu'on était à ses trousses. Ensuite, je pense que c'est par ici qu'on s'est arrêté. Il a perdu le contrôle du véhicule. Il a rebondi sur la glissière, vous voyez? C'est là. Et ensuite, il a glissé tout le long. Et puis il est parti dans le fossé, juste là. Stephen est sorti, il a posé son arme sur le capot, il a visé le véhicule. Je suis sorti, moi aussi, mais rien ne bougeait. Il n'y avait pas un bruit. Et puis, vous voyez? C'est là. Et ensuite, il a glissé tout le long. Et puis il est parti dans le fossé, juste là. Stephen est sorti, il a posé son arme sur le capot, il a visé le véhicule. Je suis sorti, moi aussi, mais rien ne bougeait. Il n'y avait pas un bruit. Et puis, 5 minutes plus tard, la police est arrivée. Ils ont sorti leurs armes. Et ils se sont approchés pour faire sortir le tireur de son véhicule. Mais il était déjà mort. C'est comme ça que ça s'est fini. La façon dont ça s'est terminé, c'était le meilleur scénario pour moi.
Je n'ai pas eu à dire que c'était moi qui l'avais tué. Il s'est tué tout seul. C'était le chaos. Il y avait des gens qui couraient, des gens à terre qui étaient blessés. C'était le chaos total. Avec des gens qui hurlaient, des gens qui ne comprenaient même pas ce qui se passait. Et puis à un moment, ma conscience est revenue et je me suis mise à courir. On a couru jusqu'à la voiture, on est monté dedans. Et là, en sortant, on s'est arrêté. On n'est pas allé plus loin que la sortie du parking. On a filmé une vidéo au moment où on était dans la voiture en train de sortir de notre place. Et on a regardé autour de nous. Et je voyais des centaines et des centaines de gens se faire transporter depuis ce concert où on était aussi. Et il y avait des corps qui semblaient sans vie, partout, couverts de sang. Je me rappelle m'être dit, mais pourquoi faire une chose pareille? Des gens ont commencé à faire monter des blessés dans notre voiture. Et là, je pensais plus qu'à rouler jusqu'à l'hôpital. Ça me rappelle tellement de choses. Oui, ça fait remonter beaucoup d'émotions. Parfois, je me dis que ce soir-là, j'ai perdu une partie de moi-même. Il y a des choses qui m'affectent encore beaucoup. Par exemple, quand on a essayé d'emmener tous ces gens se faire soigner, il y avait ce jeune gars. On a su qu'il s'appelait Queen, et il était à peine vivant quand on l'a récupéré. Ensuite, on l'a fait descendre de la voiture pour le mettre dans l'ambulance, mais dans ce laps de temps, il est mort. Les ambulanciers l'ont posé sur la route, on l'a mis sur le côté et ils ont mis les autres blessés dans l'ambulance. Une fois qu'elle était pleine, il restait encore 1 ou 2 personnes dans la voiture. Donc je suis retourné chercher le gamin. Je n'arrête pas de repenser à ce moment. Je me rappelle m'être dit que je ne pouvais pas laisser ce gosse. J'arrêtais pas de penser à ses parents et de me dire qu'il fallait qu'on le ramène. Quand on est arrivé à l'hôpital, je l'ai porté à l'intérieur et les infirmières m'ont dit de rester avec lui en attendant qu'elles trouvent de la place pour lui. Et je leur ai dit, ce gosse est mort, est-ce que je peux le poser s'il vous plaît? Je me souviens qu'il y avait tellement de monde. J'ai posé le corps du petit. Je me rappelle lui avoir fermé les yeux et lui avoir dit que j'étais désolé. Voici la chambre de Quinton. Il y a beaucoup de souvenirs dans cette chambre. Parfois je dors ici. Mais bon, c'est rare quand même. La première nuit, évidemment, j'ai pas dormi et je suis resté ici. La deuxième nuit, je suis resté ici aussi. La troisième nuit également.
C'est juste pour me sentir proche de lui. J'essaie de me sentir avec lui autant que possible. C'était un très bon ami. Il était un exemple pour moi. Tout ce dont je me souviens en entrant, c'était comme de se prendre un ouragan en pleine face. Des vents à 200-300 km/h pour la première fois, ça m'a stoppé net. J'ai regardé autour de moi et je n'arrivais pas à réaliser le drame qui venait de se produire. Les 6 ou 7 premières personnes desquelles je me suis approchée étaient mortes. À un moment, j'ai levé les yeux et j'ai vu un tas de corps. C'était inimaginable. Tous les gens devant lesquels je passais avaient été abattus. Au début, tout était silencieux. Et puis petit à petit, des gens se sont mis à pleurer et à hurler de panique. Les gens voyaient leurs proches morts sous leurs yeux. Je suis allée jusqu'au banc suivant et là j'ai craqué. Il y avait une petite fille, Brooke, qui portait une robe de cendrillon bleu. Au début de l'office, elle était venue se serrer contre mes jambes et danser autour de moi. Et elle était par terre, morte. C'était abominable de se dire que le tireur avait volontairement tiré sur les enfants, leur avait mis une balle dans la tête. C'était trop. À ce moment-là, je me suis mise à hurler. Gunny m'a regardée et m'a appelée. C'est un ancien marine qui a connu le champ de bataille. Il m'a dit: Julie, tu as été formée pour ça. Tu dois faire ce que tu sais faire et sortir d'ici ceux qui sont encore en vie. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit: Gunny, laisse-moi quelques secondes pour hurler et pleurer pour cette petite, et ensuite je me relèverai et je ferai ce que j'ai à faire. Ma mère était blessée, mais elle est quand même passée à l'action et elle a fait exactement son devoir. Elle est infirmière, elle a travaillé aux urgences et en bloc opératoire. Grâce à ça, elle a pu sauver plusieurs personnes. Au fond de l'église, sur la droite, il était clair que tout le monde était mort. J'ai commencé à vérifier le pouls de certaines personnes et j'ai senti une petite main sortir de sous le corps d'une femme. J'ai regardé, j'ai fait rouler le corps de la femme et j'ai vu un petit garçon. Il était dans un état très critique. Il avait pris des balles dans le bras, dans le ventre, dans la jambe et à l'aine. J'ai essayé de stopper l'hémorragie en appliquant une pression,
Mais ses yeux ont commencé à se fermer. Et là, tout ce que j'ai réussi à faire, c'était de lui crier dessus. J'ai crié et crié en essayant de lui rouvrir les yeux avec mes mains. Pendant tout le temps que j'ai passé avec lui, j'ai vraiment cru que j'allais le perdre. Tu peux me faire tourner? Lève les pieds. Ce petit gars, C'est bien, encore. il s'est vraiment battu pour survivre. Vas-y. C'est quoi ça? Un objectif. Ça se met sur la caméra. Il restera marqué à vie, mais il est vivant. Il vivra comme tous les autres petits garçons, comme tout le monde. Plus rien ne l'arrêtera ni ne le découragera. Et ça me rend heureux. Il était bien celui-là. Top là. Allez bien, reste pas dehors. On était à l'hôpital Sunrise. Je me suis garé là avec Natalia, juste avant le dos d'âne. On est arrivé à l'hôpital, on est entré aux urgences et il y avait du monde partout. Dean m'a laissé dans un couloir et il m'a dit « Je vais revenir te voir, j'ai le numéro de ton père, je reviens. Mais là, il faut que je retourne aider d'autres gens. » Au cours des heures qui ont suivi la fusillade, toute cette zone-là était entièrement couverte de sang. J'avais l'impression de voir des torrents de sang. On a administré les premiers secours à cet endroit-là. Chacun faisait au maximum de ses compétences médicales. On avait l'impression que le flot de voitures qui amenait les corps ne s'arrêterait jamais. C'est là que des gens ont repris espoir et que d'autres l'ont perdu. C'était dur et c'est dur de revoir ça maintenant. C'est ici que beaucoup de vies se sont terminées et c'est ici que j'ai dû annoncer à beaucoup de gens que leurs conjoints, leurs amis ou leurs proches étaient morts. Et ensuite, je passais à la voiture suivante ou au taxi suivant. Pour moi, c'est ici que ma vie a vraiment changé. Quand je suis enfin arrivée à l'hôpital, on est entré et on nous a dit de ne pas regarder autour, que ce n'était pas beau à voir. Et donc je me suis caché les yeux et tout ce que j'entendais, c'était des hurlements, des gens qui criaient dans toutes les pièces et qui pleuraient. Et là, quelque chose m'a dit de regarder à ma gauche. Et en tournant la tête, j'ai vu une fille, la tête baissée. Un brancard est passé devant moi, donc j'ai levé les yeux et c'était ma sœur. J'ai regardé une deuxième fois et j'ai dit « Arrêtez-vous là, c'est ma sœur ». Je l'ai vue, elle m'a dit qu'elle m'aimait et je lui ai dit que je l'aimais aussi. J'étais tellement soulagée. Quand les policiers sont arrivés, on s'est levé là où on était et on a regardé autour de nous. Tout ce qu'on voyait, c'était du sang et des bureaux entassés. J'ai vu Maddie allongée sur l'estrade.
Je n'ai pas compris tout de suite. Elle gémissait et je n'ai pas vu les plaies. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Ils ont emmené Ben et Sam, mais ils n'ont pas emmené Carmen parce qu'ils savaient qu'elle était déjà morte. Ensuite, ils nous ont dit de courir sans regarder par terre. On est sortis de la classe, on a couru dans le couloir. Il y avait des corps et des balles partout. Ils nous disaient de courir le plus vite possible, parce qu'ils ne savaient pas où était le tireur. Quand on est arrivé à l'autre bout du bâtiment, j'ai demandé à un ami « Où est Maddie ?» Je criais « Où est Maddie ?» parce qu'il ne l'avait pas emmenée. Je me suis dit qu'elle était morte, alors que juste avant, elle était à côté de moi. Il fallait qu'elle soit là, parce qu'elle avait un rencard ce soir-là. Je disais à ma copine « Elle a un rencard ce soir, il faut qu'elle soit là. » J'ai été la première à quitter la salle parce que j'étais blessée. Je savais pas que j'avais été touchée, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Alors j'ai levé la main pour me signaler, mais je pensais que c'était juste une blessure superficielle. Et en fait non, j'ai pris 2 balles. Une dans la poitrine qui a ricoché sur mes côtes et une qui m'a égratigné le dos. J'ai appelé mon père pour lui dire ce qui s'était passé et où j'étais. Je lui ai dit que j'allais me poser au fast-food en bas de la rue et il m'a répondu qu'il me rejoignait là-bas. Je me suis assis, sans savoir que juste avant, genre un quart d'heure plus tôt, le tireur s'était assis sur la banquette juste là. 1 heure après mon arrivée ici, il y avait un gars assez vieux assis en face qui a demandé à un policier quel était le signalement du tireur et il lui a répondu « petit, cheveux roux, tache de rousseur ». J'en revenais pas. Ça m'a choqué. Ce signalement correspondait exactement à Nick. Je me suis dit « c'est impossible, il a pas pu faire ça ». Parce que même pas 12 heures avant, ce mec dormait chez moi. Je pensais tout connaître sur lui. Je n'ai vu aucun signe avant-coureur, rien. Sinon, je l'aurais dit à mes parents. Tu te sens responsable quelque part? Oui, un peu. Oui, parce que je l'ai accueilli chez moi. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Je n'étais pas à l'église ce dimanche-là. J'étais à Oklahoma City afin d'obtenir mon certificat pour enseigner l'usage des armes à feu dans différents camps d'été pour jeunes chrétiens. J'étais en pleine formation quand j'ai reçu un message de John, le vidéaste de la paroisse, me disant qu'il y avait une fusillade à l'église. J'ai appelé tout le monde et j'ai fini par joindre Rod. Il m'a dit que c'était grave. Donc je lui ai tout de suite demandé des nouvelles de ma fille, Annabelle. Quand j'ai vu Annabelle, elle avait les cheveux devant le visage, elle était allongée sur le ventre et elle avait pris une balle dans la tête. Donc je savais qu'elle était morte. Elle avait déjà rejoint Jésus. Elle était vraiment adorable. On avait passé une belle matinée le vendredi. Elle s'est préparée tôt pour l'école.
Normalement, elle n'avait pas le droit de manger au salon, mais là, maman n'était pas là. Et quand maman n'est pas là, on mange au salon. Quand elle était déjà prête, elle aimait bien regarder des émissions de chasse avec moi. Donc elle m'a demandé si on pouvait regarder la télé. J'ai dit oui, ça me va. Donc on a petit déjeuner au salon, en regardant un peu la télé avant l'école. Quand je l'ai déposée à l'école, j'étais content de ce moment. Et je lui ai dit, je t'aime. À mon retour lundi, on parlera de ta pièce, de tout ce que tu as à faire. On sortira dîner ensemble. Elle m'a dit, ok, super. Je la vois encore descendre de la voiture, attraper son sac à dos. Je vois exactement la tenue qu'elle portait. L'image est tellement nette dans mon esprit. Mais je suis content qu'on ait passé un si bon moment. C'est la chambre d'Annabelle. Enfin, c'était. Ça, c'est la photo qu'ils ont prise à l'école. C'est sa dernière photo de classe en 5e. Quand on a adopté Annabelle, le juge a tamponné le papier. On est devenus ses parents exactement la semaine de la naissance de notre premier petit enfant. Donc on est devenus grands-parents et jeunes parents la même semaine. C'était marrant. Parfois, je viens ici seule et je regarde des trucs qu'elle a fabriqués et que j'ai gardés. C'est quoi? Tu ne veux pas voir ça? Si, dis-moi. C'est une rédaction qu'elle a écrite pour l'école. Quand on est arrivé sur le parking du club de tir avec mon père, j'ai couru jusqu'à l'entrée pour m'inscrire, pour pouvoir aller tirer avec mon père. On s'est inscrit, on est sorti sur le champ de tir, et j'ai senti le vent frais sur mon visage. Mon père a chargé ma carabine 22-250 et j'ai enfin pu tirer. On a regardé ma feuille et tous mes coups avaient atteint le centre, ou presque. Mon père m'a dit « Bien joué, chérie ». Et puis il a dit qu'on allait rentrer. C'était le meilleur moment de ma vie parce que je l'ai passé avec mon père. Elle m'avait parlé de cette rédaction, mais je n'avais pas les détails. C'est presque son anniversaire. Elle serait tellement contente de préparer ça, de réfléchir à sa fête d'anniversaire. Tout le monde essayait de joindre ma mère, mais elle répondait pas. Personne ne savait où elle était. Là, les pensées allaient à 1000 à l'heure dans ma tête. Petit à petit, des listes sortaient avec les noms des victimes et les hôpitaux dans lesquels elles se trouvaient. Ma mère n'apparaissait sur aucune de ces listes. Et il était déjà 6 heures du matin. Donc là, on s'est dit qu'elle ne s'en était sûrement pas sortie. La balle m'a touchée, je suis tombée et j'ai perdu conscience. Quand je me suis réveillée, on était 2 mois plus tard. J'ai ouvert les yeux et toute ma famille était autour de moi. Quand on est arrivé à l'hôpital Sunrise, ils nous ont fait monter pour la voir. Elle était là. C'était ma mère, mais je ne la reconnaissais pas. Elle était branchée à tout un tas de machines et elle était sous respirateur. Il n'y a que 5 semaines que je n'ai pas passé à l'hôpital depuis le 1er octobre 2017.
Et je suis encore là. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'il m'arriverait une chose pareille. Mais je suis une battante. Je suis une guerrière. Je ne laisserai pas cet événement me mettre à terre. Mes deux parents sont des héros. Ma mère a le courage incroyable de mener cette bataille depuis 1 an. Et mon père, je le vois prendre soin d'elle à chaque étape de sa rémission, à chaque victoire, à chaque déception. Mon père a toujours été à ses côtés. Dans ma vie, c'est vraiment mon héros. C'est une journée type pour moi aujourd'hui. Je suis allé au boulot, je suis rentré à la maison, j'ai pris une douche, fait un peu de ménage, et puis je repars et je retourne à l'hôpital pour passer la nuit avec Rosemary. Je passe toutes les nuits avec elle. C'est presque du 24 heures sur 24. Mais c'est ma routine, c'est la vie que je mène depuis plus d'1 an. Je me dis que si elle est capable de traverser ça, alors moi aussi. Mon mari est toujours à mes côtés. Depuis le début, il dort dans un lit à côté de moi toutes les nuits. Je ne sais pas si je m'en serais sortie sans lui. La famille, c'est tout pour moi. On est tous très proches, c'est merveilleux. J'ai toujours ressenti pour eux un amour immense, et encore plus maintenant. Tu es magnifique. Merci. Je te revois à notre mariage. Tu la trouves comment, mamie? À chaque fois que je te maquille, je m'améliore. Je devrais me reconvertir. C'est tellement agréable de se faire pomponner. Je n'ai eu de nouvelles de Maddie que plus tard dans la nuit ou le lendemain. J'ai appris qu'elle avait déjà subi 3 opérations. Et depuis, elle s'est complètement remise. C'est un miracle qu'elle s'en soit sortie. Je me trouvais exactement à l'endroit où 2 autres personnes sont mortes. Je ne devrais pas être là aujourd'hui. Elena, c'est mon héroïne. Si elle ne m'avait pas poussé l'épaule en disant « Sam », je me serais mise à l'abri 1 seconde trop tard. J'aurais pu rester paralysée sur ma chaise et j'aurais été la première cible du tireur. Quand je me suis posée pour réfléchir à tout ça, je me suis dit « Attends, il m'est vraiment arrivé ça? C'est pas une histoire que j'ai lue dans les journaux. C'est ma vie à moi. » Je dors toujours avec ma mère parce que je n'arrive pas à dormir seule. J'ai peur. Dans ma chambre, il y a une grande fenêtre et j'ai toujours peur de ce qui pourrait se passer. J'aimerais redevenir celle que j'étais, mais je sais que ça n'arrivera jamais. Parce que la personne que j'étais est restée dans cette salle de classe. Allez, on y va. Je vais te porter. Allez, on court. Attention. Allez, on va être trempé. Allez, mon grand. On se met vite à l'abri. Ok, t'es prêt? T'as mis ta ceinture? Oui.
C'est là qu'il vivait avant la fusillade de l'église. Là, c'est la chambre de maman et papa. Mon frère n'est pas revenu ici. Il ne peut pas. Il est venu une fois, mais c'est encore vraiment dur pour lui. Du coup, je garde mon neveu de temps en temps. C'est dur quand même d'être ici sans eux. Quand mon frère rentrait, sa petite fille courait vers lui et l'attrapait par les jambes. Donc quand on vient ici, ça fait vraiment mal. Vous comprenez? Ça le fait souffrir de revenir. Là, c'est la cuisine. Tout le monde jouait par ici. Mon frère était au boulot. Enfin, il bossait de nuit. Donc quand il est rentré le dimanche matin, il est allé se coucher. Sa femme et ses enfants sont partis à l'église sans lui. Et c'est là que c'est arrivé. Il est toujours sous le choc parce qu'il est allé se coucher et au réveil, toute sa famille avait vécu un cauchemar. En allant à l'église en plus. Mais comme je lui ai dit, il lui reste Ryland. Et puis il a 3 anges qui veillent sur lui maintenant. Et qui font tout pour qu'il aille bien. Pour le protéger. Mais... je peux pas, pardon. Je veux aider mon frère. Je m'occupe de tout ce qu'il ne peut pas gérer. Parce qu'il va mal. Je serai là pour l'aider aussi longtemps qu'il en aura besoin. Et mon neveu, Ryland, c'est un vrai rayon de soleil. C'est lui qui nous permet de rester debout, de continuer à vivre. Il passe d'un truc à l'autre. C'est un petit garçon, quoi. On était pareil quand on était gosses. Là, c'était la chambre de Brooke et Emily. Elle dormait ici. Brooke avait 5 ans. C'était la petite princesse de mon frère. Son bébé. Et puis, il y avait Emily, sa grande fille. Il y a trop de souvenirs ici. Il y a encore les faire-part de leur naissance. Il y en a un autre là. Elle est douce, vive et si jolie. Elle est toute neuve et si précieuse. C'est notre rêve qui se réalise. Un cadeau du ciel, plein d'amour. Et elle a déjà volé nos cœurs. C'est William et Karen qui avaient écrit ça. Pour Brooke. Mais elle est retournée au ciel maintenant.